Salam alaikum, Azul Fillaoun, alhamdoulilah, rakoum gah bkhair. Aujourd'hui, c'est le triste anniversaire du grand colonel algérien de la région de Biskra, qui était le chef de la Wilaya 6 à partir de 1959. Pourquoi 1959? Car, comme vous le savez, deux grands colonels de la révolution algérienne ont été tués par l'armée coloniale française. En l'occurrence, le colonel Silhawes et le colonel Amirouche, dans une embuscade qui a été tendue par l'armée française dans la région de Boussaada, c'était en 1959. Et à l'époque, le colonel Chabani était l'adjoint du colonel Silhawes en sa qualité de chef de la Wilaya 6, la Wilaya 6 étant la Wilaya du Sahara. Cette Wilaya 6 a été créée au lendemain du congrès de la Soumam en août 1956. Car il faut savoir qu'à partir de novembre 1954 jusqu'en août 1956, il n'y avait que 5 wilayas en Algérie. Quand je parle de wilayas, je parle évidemment des wilayas révolutionnaires. Et c'est simplement à partir du congrès de la Soumam organisé par le grand L'Harbi Ben Mehdi et le non moins grand Abban Ramdan qu'il a été décidé de créer cette Wilaya 6. Et à l'époque, vous savez, les dirigeants du FLN n'avaient pas 50 ans, n'avaient pas 60 ans, n'avaient pas 70 ans, n'avaient pas 80 ans ni 90 ans. Ils avaient en moyenne entre 25 et 35 ans. Donc c'est la jeunesse algérienne qui a triomphé du colonialisme français. Donc je reviens au grand colonel Mohamed Chabani, donc originaire de Biskra. Il était le chef de la Wilaya 6 entre 1959 jusqu'en 1962. Et ensuite, après l'indépendance de l'Algérie, il a été le chef de la Wilaya 4, c'est-à-dire la 4e région militaire telle que les régions militaires avaient été organisées au lendemain de l'indépendance algérienne. Mais malheureusement, comme cela se produit assez souvent au lendemain des révolutions qui ont triomphé, on a vu ce qui s'était passé après la Révolution française de juillet 1789, mais aussi après la révolution bolchevique en Russie à partir de 1917, c'est que les vainqueurs de la veille se sont déchirés, entretués, et l'Algérie révolutionnaire n'y a pas échappé. Et c'est la raison pour laquelle à partir de juillet 1963, il y a eu un conflit entre le colonel Chabani, qui avait pourtant soutenu le nouveau régime, c'est-à-dire celui de Ahmed Ben Bella et du colonel Houari Boumediene, a été éliminé, évincé de la nouvelle architecture du pouvoir algérien. Donc il n'a pas voulu se rendre à la nouvelle stratégie politique algérienne, et c'est la raison pour laquelle il a été arrêté. Par qui? Par ses propres éléments, des hommes de Biskra, et c'est ainsi que s'est arrêté le parcours exceptionnel du colonel Chabani. Et malheureusement, le 3 septembre 1964, c'est-à-dire il y a 61 années, il a été exécuté par l'Algérie indépendante. Le colonel Chabani est le premier héros de la révolution algérienne qui a été exécuté par l'Algérie indépendante. L'ironie d'histoire, c'est que le colonel Chabani est né un 4 septembre. Le 4 septembre 1934, il a été exécuté le 3 septembre 1964. Si j'ai décidé d'honorer la mémoire du colonel Mohamed Chabani, c'est parce qu'il représentait plusieurs qualités. La qualité de la jeunesse, la qualité du courage, la qualité du savoir. Il faut savoir que le colonel Chabani, dans sa tendre enfance, a fait l'école coranique, notamment dans la mosquée d'Ibn Badis à Constantine, après avoir fait une brillante scolarité à Biskra. Donc jeunesse, savoir, courage et surtout un homme de principe. Et aujourd'hui, en 2025, ce qui manque à des membres importants de l'élite algérienne, c'est l'attachement viscéral à des principes. Donc je profite de cette
journée de commémoration triste du colonel Mohamed Chahbani pour faire une déclaration très importante, en tout cas pour ce qui me concerne et pour toutes celles et ceux qui aspirent à un changement pacifique en Algérie ou à une transition pacifique en Algérie, et notamment et en priorité les 7 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger et qu'on appelle communément la diaspora. Vous avez vu que depuis que la crise est ouverte entre Alger et Paris, à partir notamment du 30 juillet 2024, date à laquelle le président français Emmanuel Macron a décidé de reconnaître de façon unilatérale et en violation de la légalité internationale la marocanité du Sahara occidental, il y a une crise diplomatique qui ne s'arrête pas. Cette crise, qui a commencé le 30 juillet 2024, a connu un deuxième temps fort à partir du 16 novembre 2024, date à laquelle un ancien haut fonctionnaire algérien du ministère de l'Industrie, sous la houlette du ministre de l'époque Abdeslam Bouchareb, a été arrêté et a été enfermé dans la section pénitentiaire de l'hôpital d'Alger, Mustapha Bacha. Et cette arrestation a été instrumentalisée par l'État français et notamment le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, qui depuis ne cesse d'alimenter cette crise entre Alger et Paris, cette crise qui, selon toute vraisemblance, n'avait pas de raison d'être. Pourquoi ? Car en août 2022, à l'époque, j'étais en prison avec Maître Yassine Khalifi, Maître Shoura Abdelkader et mon infirmier personnel, M. Hamza Djabri. Nous étions à la prison de Chlef. Nous voyions à la télévision qu'il y avait une lune de miel entre Alger et Paris. Le président français, avec 15 autres ministres de son gouvernement, était venu à Alger et le président algérien ainsi que le gouvernement algérien leur avait tracé un tapis rouge. Beaucoup de contrats avaient été signés, parmi lesquels un très important contrat qui est lié au renouvellement d'un contrat pétrolier dans le bassin de Hassi Berkine qui permettait à l'entreprise Total, condamnée pour corruption en Algérie, en France, aux États-Unis, d'obtenir le renouvellement pendant 25 ans de cette concession pétrolière qui lui permettait d'avoir 25 ans de pétrole gratuit, sachant que en juin 2018, la même entreprise Total avait réussi à obtenir 25 ans de gaz gratuit dans le gisement gazier de TFT. Donc rien ne présageait de cette crise entre Alger et Paris après cette lune de miel qui a été consacrée en août 2022 à Alger avec cette visite officielle du président français et de son gouvernement. Mais vous savez, parfois dans l'histoire, il suffit d'un grain de sable pour que la machine déraille. Et en effet, cette décision du président français de reconnaître la marocanité du Sahara occidental le 30 juillet 2024 a constitué ce grain de sable qui a empêché que cette lune de miel entre Alger et Paris se prolonge dans le temps. Il est vrai qu'on a connu un certain nombre de crises entre Alger et Paris depuis la signature des accords d'Évian à partir de mars 1962, mais la crise actuelle, qui dure depuis maintenant plus de 13 mois, est la crise la plus grave. Alors pourquoi je vous parle de cette crise ? Cette crise diplomatique a révélé un certain nombre de failles et les a même accentuées, notamment en ce qui concerne la diplomatie algérienne. Vous savez que la diplomatie algérienne a brillé par le passé, notamment avec le FLN, avec le grand représentant du FLN à New York qui était Dal Hussein. Ensuite, nous avons eu de brillants diplomates comme Cherif Gellel, qui était ambassadeur d'Algérie à Washington. Après cela, nous avons eu l'énorme Mohamed Seddeq Ben Yahya qui a réussi l'exploit de faire libérer 52 diplomates américains otages dans l'ambassade américaine à Téhéran. Donc cette libération a été permise par le chef de la diplomatie algérienne de l'époque, donc feu Mohamed Seddeq Ben Yahya. C'était le 19 janvier 1981. Ensuite, nous avions d'autres grands diplomates comme Mohamed Bejaoui, aujourd'hui recherché malheureusement, mais il n'en demeure pas moins que c'était un grand diplomate qui était ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur à Paris. Nous avons eu évidemment
Sid Ahmed Rosali, qui nous a quittés il y a quelques mois et qui a fièrement et avec beaucoup d'élégance et de finesse représenté la diplomatie algérienne. Bref, la diplomatie algérienne a connu des périodes fastes, mais la gestion de cette crise entre Alger et Paris a révélé énormément de failles et de défaillances. Nous avons vu que sitôt le président français ayant reconnu la marocanité du Sahara occidental le 30 juillet 2024, l'Algérie a décidé de retirer son ambassadeur, laissant orphelins 19 consulats algériens en France. Et depuis, on a l'impression que la diplomatie algérienne n'a pas de vision, n'a pas de stratégie, ne sait pas comment gérer cette crise entre Alger et Paris qui a été créée par un événement qui ne dépend pas de l'Algérie. Car la question du Sahara occidental, aussi importante soit-elle pour l'Algérie, de la même façon que la question palestinienne est importante pour l'Algérie, mais elle ne concerne pas à proprement dit et à proprement parler le peuple algérien, ni la diaspora algérienne. Donc normalement, cette crise aurait dû être gérée de façon intelligente, de façon sage et de façon pondérée. Au lieu de cela, nous avons connu une fuite en avant où à chaque fois, l'Algérie, la diplomatie algérienne a été sur la défensive. L'Algérie n'a jamais été à l'offensive. Et c'est à cause de cela que l'État français a pu guider les relations entre Alger et Paris avec cette stratégie du chaos qui a été initiée par le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau. Et c'est grâce à cette crise qui a été entretenue quotidiennement par le ministre de l'Intérieur avec des anciens diplomates comme Xavier Driancourt, avec des intellectuels comme Michel Onfray, qui a dit que l'Algérie représentait une menace beaucoup plus importante que la Russie, qui est pourtant en guerre, avec l'Ukraine, avec des journalistes comme les chaînes de télévision CNews ou les journaux Journal du Dimanche ou Valeurs Actuelles, avec des hommes de loi comme l'avocat de cet ancien haut fonctionnaire algérien au ministère de l'Industrie, Maître Zimré, et avec des journalistes et des hommes politiques qui ont fait en sorte que la situation pourrisse entre Alger et Paris, et ils n'ont ménagé aucun effort pour salir l'image de l'Algérie en tant qu'État, salir les institutions algériennes, que ce soit l'institution judiciaire ou l'institution diplomatique. Je vous rappelle que nous avons aujourd'hui un diplomate qui est emprisonné dans une prison française. Nous avons un autre diplomate qui était ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, qui est recherché par Interpol dans le cadre d'un mandat d'arrêt international pour terrorisme. En tout, 7 personnes liées aux autorités diplomatiques et consulaires algériennes sont poursuivies dans le cadre d'une enquête du parquet antiterroriste français. Bref, l'image de l'Algérie n'a jamais autant souffert que depuis un an. Malheureusement, en dépit des conseils, des informations, des arguments, des éléments de langage que j'ai déployés tout au long des 300 vidéos que j'ai publiées à la fois sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, la diplomatie algérienne, à la tête desquelles le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, n'a absolument pas retenu, ni enregistré, ni tenu compte des informations, des arguments, des éléments de langage que j'ai portés à sa connaissance. Je lui ai envoyé plus d'une dizaine de lettres, mais malheureusement, la diplomatie algérienne d'aujourd'hui n'est pas à l'écoute, car elle souffre du syndrome, du complexe de supériorité, du syndrome de l'arrogance qui lui joue beaucoup de tours. Alors, qui sont les perdants de cette crise? Ce n'est pas la France, évidemment. La France, vous savez, elle a une longue tradition esclavagiste et colonialiste. Elle a, par le passé, occupé la moitié de l'Afrique, une bonne partie de l'Asie et aussi une partie de l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Donc, elle sait comment manipuler les États, comment manipuler les peuples et les faire tomber dans des pièges. Les grands perdants de cette crise, c'est à la fois la diaspora algérienne en France,
5 millions d'Algériens vivent en France, 99,9% d'entre eux vivent de façon pacifique, de façon sereine, mais cette crise, instrumentalisée par le ministre de l'Intérieur français, a stigmatisé cette communauté. Aujourd'hui, cette communauté est orpheline. Elle n'a plus d'ambassadeur depuis plus d'1 an. Plus de la moitié des consuls n'ont pas été acceptés par les autorités françaises. Nous avons, comme je viens de vous le dire, des diplomates qui sont poursuivis pour terrorisme. Nous avons des milliers d'Algériens qui ont vu leur statut administratif devenir précaire. Des préfectures refusent de leur renouveler leur titre de séjour ou même leur récépissé, j'en fais partie. Et nous avons quelque chose de beaucoup plus grave, c'est que les autorités françaises ont décidé de ne pas reconnaître les passeports délivrés aux sans-papiers au Harraga par les consulats algériens sur instruction du président de la République, Si Abdelmajid Tebboune. Donc non seulement cette crise a révélé des failles dans la gestion diplomatique du côté algérien, mais elle a mis en péril la communauté algérienne en France. Et pas que la communauté algérienne réside en France, mais aussi les milliers d'Algériens. Ils sont à peu près 250 000 Algériens d'Algérie qui, jusqu'à une date récente, arrivaient à obtenir des visas des consulats de France en Algérie, que ce soit à Alger, à Oran, à Annaba. Et là, tout d'un coup, le président français a décidé de suspendre tous les visas long séjour. C'est 17 900 visas par an. Ça concerne les étudiants, les personnes malades, les personnes qui ont de la famille en France ou tout simplement les Algériens qui souhaitaient travailler dans des entreprises françaises. Mais pas que les visas long séjour, même les visas court séjour. Depuis maintenant le 1er septembre, il y a une baisse de 30% des visas court séjour qui étaient attribués jusqu'à maintenant aux Algériens vivant dans les 58 wilayas du pays. Et par rapport à ces menaces exécutées par l'État français, que fait le ministère algérien des Affaires étrangères? Il se contente de publier des communiqués de presse qui n'ont absolument aucune efficacité. Étant donné cette situation délicate, ce constat d'affaiblissement de la diplomatie algérienne et de précarisation des 5 millions d'Algériens qui vivent en France, j'ai donc décidé de profiter de l'organisation des prochaines élections législatives algériennes qui vont avoir lieu en juin 2026, Inch'Allah, pour déclarer ma candidature afin de représenter la diaspora algérienne. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé la circonscription électorale dans laquelle je vais postuler, présenter effectivement ma candidature dans les prochains mois. Donc, je prends le temps de la réflexion. En attendant, je vais organiser un certain nombre de rencontres sur le terrain, notamment aux abords des consulats d'Algérie en Europe, que ce soit en Espagne, que ce soit en Suisse, que ce soit en France ou en Belgique. Donc, dans les 2 semaines, je vais présenter donc un agenda où je vais aller à la rencontre des Algériens, comme je l'ai toujours fait depuis 2013, à la rencontre des Algériens en Algérie, mais aussi et surtout à la rencontre des Algériens en Europe et aussi en Amérique du Nord. Comme vous le savez, j'ai des attaches aux États-Unis d'Amérique. Bref, je vais faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire parler directement au peuple algérien. Mais pour juin 2026, ma priorité sera de représenter les Algériens de la diaspora afin de mettre en place ensemble 5 fronts que j'appelle de mes vœux depuis juillet 2024 et que le ministère algérien des Affaires étrangères a refusé de mettre en musique. Il s'agit du front diplomatique pour consolider notre diplomatie à l'échelle internationale et résister aux pressions des différents États, que ce soit les États européens, les États d'Amérique du Nord et en particulier l'État français, un front politique. Vous savez qu'il va y avoir des élections politiques importantes en France en 2027 et là, notre communauté algérienne en France est vraiment en danger car notre communauté est stigmatisée par les médias, par les hommes politiques, par les diplomates, par les hommes de loi et par les intellectuels. Donc ce front politique est absolument vital pour endiguer
cette pression permanente contre notre diaspora. Le troisième front, c'est évidemment le front médiatique. Vous savez qu'il y a énormément de journalistes algériens qui évoluent en Europe, mais personne n'a décidé de les organiser, de les faire rencontrer autour d'une vraie stratégie de défense et de l'Algérie et de la diaspora. Le quatrième front, c'est le front juridique. Nous avons la chance d'avoir de brillants hommes de loi, de femmes de loi, de juristes, d'avocats en Europe qui pourraient justement aider l'Algérie et la diaspora algérienne à mieux résister sur le plan juridique aux lois existantes et à celles qui vont voir le jour dans les prochains mois. Enfin, le cinquième front, c'est le front intellectuel. Vous avez vu avec l'arrestation de l'ancien haut fonctionnaire algérien au ministère de l'Industrie, l'Algérie a été pointée du doigt en disant que c'était inadmissible de mettre dans la section pénitentiaire d'un hôpital un haut fonctionnaire devenu écrivain à l'âge de 50 ans, et j'avais apporté des informations, en tout cas j'avais publié des informations au sujet de Robert Brasillac, qui était un brillant journaliste et un brillant écrivain français, et qui pourtant avait été non seulement emprisonné en France, condamné en France et même fusillé en France. Et à l'époque, c'était en février 1945, le général de Gaulle avait refusé de lui accorder sa grâce. Donc la France a fait exécuter des écrivains. En Algérie, on est gentil. Ça fait longtemps que la peine de mort n'est plus appliquée. Cette personne-là est simplement dans la section pénitentiaire d'un hôpital algérien, le meilleur hôpital d'Algérie. Bref, le front intellectuel est aussi important que le front diplomatique, le front politique, le front juridique et le front médiatique. Puisque le ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère refuse de mettre en place ces 5 fronts, j'entends avec des diplomates, des hommes politiques, des militants, des journalistes, des intellectuels et des juristes mettre en place ces 5 fronts grâce à cette élection législative de juin 2026, car aujourd'hui, une chose est claire, les Algériens ne doivent compter que sur eux-mêmes, car malheureusement, la médiocrité de ceux qui ont géré cette crise entre Alger et Paris a fait qu'aujourd'hui, notre communauté nationale à l'étranger est dans une situation de précarité importante, et les Algériens qui avaient l'habitude de rendre visite à leur famille en France et en Europe, aujourd'hui connaissent des difficultés importantes. Donc, puisque ce ministre des Affaires étrangères algérien n'a pas la décence de démissionner pour laisser sa place à des personnes plus actives, plus compétentes, plus engagées, je suis dans l'obligation morale de retrouver le rôle que j'avais depuis 2013 en Algérie, c'est-à-dire un rôle de proposition, un rôle d'action et un rôle d'engagement au profit de l'ensemble du peuple algérien en général et au profit de la diaspora algérienne à l'étranger. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, wallah yarham shuhada.